Alors, c'est un sujet, on avait discuté avec Nicolas, voir ce qu'on pouvait faire comme sujet qui était intéressant. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé et c'est un sujet qui n'est pas beaucoup connu, parce que c'est un sujet qui est finalement assez vaste. Je passe un peu sur mon pédigré. Hein. Mon pédigré est essentiellement, comme médecin du sport, essentiellement lié au rugby, parce que j'ai commencé dans un petit club de province à Jodogne. Et maintenant, je m'occupe de l'équipe nationale. Je m'occupe beaucoup de formation à la FFR et pour World Rugby. Et j'ai eu la chance dernièrement de participer à la Coupe du Monde qui s'est passée à Paris et alentour, qui s'est passée en France au sens large, comme médecin de match. Donc c'est ce qui fait mon activité dans le rugby. En termes de nutrition, j'ai essuyé les banquettes du DU de micronutrition à Dijon. C'était la deuxième année où on le faisait. Donc ça fait un petit moment que je fais ça. Dans la réflexion sur de quoi on allait parler aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va parler de stress ? Le stress, c'est malheureusement souvent quelque chose de mal compris. Tout le monde dit « je suis stressé » et tout le monde le prend pour une pathologie. Le stress, c'est pas une pathologie. Le stress, c'est assez normal. Assez étrangement, l'Organisation mondiale de la santé définit le stress par sa voie très émotionnelle. Donc le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causée par une situation difficile, et puis après blablabla. Et le paradoxe, c'est que les psychologues, eux, définissent le stress comme l'ensemble des réponses de l'organisme soumis à des pressions ou des contraintes de la part de son environnement. Ça, c'est la meilleure définition des deux. C'est pas du tout la définition de l'OMS. De temps en temps, l'OMS se trompe, ça lui arrive. Et donc, le stress, en fait, c'est une réaction d'adaptation. On va pas parler nécessairement de stress, parce que le stress est inhérent à l'activité physique. Le sport provoque du stress. L'adaptation et l'entraînement demandent du stress. Donc on ne va pas parler de stress, en fait. Est-ce qu'on va parler de fatigue ? La fatigue, c'est un état physiologique consécutif à un effort prolongé ou à un travail physique ou intellectuel intense. Le sport, c'est de la fatigue. Demandez à un sportif en fin de journée s'il n'est pas fatigué, c'est qu'il ne s'est pas entraîné. Ce n'est pas de la fatigue. La fatigue, c'est inhérent à la pratique du sport parce qu'on s'entraîne, parce qu'il peut y avoir des troubles du sommeil, là on commence à rentrer un petit peu dans la pathologie, parce qu'il peut y avoir aussi des particularités des sportifs, on peut passer des fuseaux, avec le rugby on est allé récemment en Amérique du Sud, c'est compliqué de gérer une équipe de 36 adolescents qui passent 5 heures de fuseau, 6 heures de fuseau horaire, pas tellement pour aller en Amérique du Sud, mais surtout pour en revenir. Donc de quoi est-ce qu'on va parler ? Mais de ce qui est pathologique, et ce qui est pathologique, c'est plutôt l'épuisement. C'est quand on a dépassé la capacité d'adaptation ou quand on a dépassé la capacité de récupérer d'une fatigue. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc l'épuisement, c'est l'action d'épuiser, de mettre à sec, de stériliser, d'user jusqu'au bout, de s'épuiser, le fait d'être épuisé, tari. La source est tari, la source de récupération, la source d'énergie. En médecine du sport, on va parler de plusieurs diagnostics. On va parler du syndrome de surentraînement. On va parler de l'aménorrhée de la sportive de haut niveau, ça c'est un cas particulier. On va parler des RETS, ça c'est assez récent et c'est assez à la mode pour l'instant. Et puis on va parler du vrai burn-out. Les sportifs peuvent aussi développer un burn-out qui n'est pas un syndrome de surentraînement, hein, qui peut être lié à toute une série de conséquences soit professionnels, il y a beaucoup de nos sportifs qui sont des amateurs et donc qui ont une profession, et le fait de cumuler une profession qui est déjà stressante en elle-même, plus l'activité physique et le sport de haut niveau, ça peut provoquer toute une série de contraintes, de difficultés, d'ennuis, de tensions avec l'employeur, de tensions avec la famille. L'épuisement familial peut être... Ça ne marche pas super bien sur l'écran ton truc, hein ? Je vais arrêter. L'épuisement familial peut être aussi quelque chose, et là on parle de sportifs, on parle aussi par exemple de sportives quand il y a un désir de grossesse. Il y a maintenant des sportifs de haut niveau qui ont des enfants. Quand elles ont des enfants, elles ont un stress supplémentaire, il faut s'occuper des enfants, il faut gérer les enfants, il faut gérer une carrière sportive en même temps. Ce n'est plus un tabou et une difficulté, et une difficulté à l'accepter, c'est
maintenant tout à fait normal, mais ça génère toute une série de difficultés supplémentaires. Alors, pour parler d'épuisement, il faut parler d'entraînement. C'est quoi l'entraînement? L'entraînement, c'est provoquer une fatigue à plusieurs niveaux. Il y a une fatigue générale, il peut y avoir une fatigue métabolique, il y a une fatigue musculaire, tendineuse. Cette fatigue, elle recoupe toute une série de choses, dont des micro-lésions musculaires qui vont être réparées. Une fatigue métabolique, ça veut être utiliser les ressources d'une cellule et devoir les reconstruire dans la deuxième phase qui est la phase de récupération. D'abord fatigue, utilisation des ressources, récupération, et puis ce sur quoi on va s'appuyer pour justement avoir une progression de l'entraînement, c'est la phase de surcompensation. Derrière la fatigue-récupération, il y a une phase où on est meilleur. Dans cette phase où on est meilleur, si on ne réagit pas à ce moment-là, ben on a une phase de régression, et puis on reprend quasi à zéro. Si on utilise cette phase de surcompensation, on peut progresser au fur et à mesure et avoir un entraînement qui est bien conduit. C'est-à-dire que si on a des phases de récupération suffisantes, si on a des phases d'entraînement qui profitent de la surcompensation, ben on a une ligne qui est une ligne de progression. Si vous intervenez au niveau de... Donc ça, on est sur une autre échelle, hein, on revient à cette phase d'entraînement, de récupération, de surcompensation. Si vous êtes entraînement, récupération incomplète, nouvel entraînement, récupération incomplète, nouvel entraînement, là vous êtes sur un syndrome d'épuisement sportif, de surentraînement. Ok? Ça c'est la définition. Les symptômes du surentraînement, c'est essentiellement des choses qui sont au départ cliniques. C'est des athlètes qui vont venir fatigués, ça c'est le symptôme principal. Ils peuvent avoir toute une série d'instabilités émotionnelles, anxiété, déprime, ça peut parfois être très profond. Il peut y avoir des marqueurs mesurables au dynamomètre, avec un manque de force, des douleurs musculaires, des performances qui vont se diminuer. Quelqu'un qui lève, je ne sais pas moi, 120 kg au deadlift, il ne lèvera plus que 80 kg au deadlift, et avec difficulté. Des douleurs musculaires qui durent plus longtemps, ou bien des douleurs musculaires pour un même effort. Une augmentation de la fréquence cardiaque de repos et une augmentation de la fréquence cardiaque à l'effort. Ce sera des gens qui vont vous dire, tiens, d'habitude, je suis à 80 de pulse quand je suis à autant d'activité physique, et qui montent à 110, 120, 140 de pulse, et ils ne comprennent pas pourquoi. Des troubles de l'appétit, une sensibilité aux infections, ça c'est un signe qui est assez... Il ne faut pas le louper, parce qu'il est souvent banalisé. C'est des athlètes qui vont dire, tiens, cette année, je prends rhume sur rhume sur rhume, j'ai eu un peu mal de gorge, et puis j'ai un peu la chiasse, et puis j'ai un peu... Et en fait, ils ont des infections à répétition. Ils sont déjà dans un petit syndrome de surentraînement. Il y a et une réduction de la libido, parce qu'il y a toute une série de modifications au niveau hormonal, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Alors, en termes de diagnostic, comment est-ce qu'on va faire un diagnostic de surentraînement? La première étape, c'est une étape purement clinique. Ce sont des questionnaires qu'on va utiliser. Il y a un questionnaire qui est très connu, qui est la Société française de médecine du sport. Et puis, il y a des questionnaires qui ont été validés dans les études notamment, et c'est ceux qui sont utilisés dans les études qui sont faites sur les syndromes de surentraînement, avec plusieurs intensités de questionnaires. Donc il y a EROS Clinical, EROS Simplified et EROS Complete. Je ne sais pas pourquoi ils ont vraiment insisté pour garder cet acronyme, hein, mais ça n'a rien à voir avec de la sexologie. EROS Clinical, c'est purement un questionnaire clinique. EROS Simplified, c'est quelques mesures physiques et 2-3 analyses. Et le Complete, il y a tout. Il y a le questionnaire de symptômes, quelques mesures physiques et toutes les analyses de biologie. Le critère biologique qui revient le plus et qui est le plus pertinent et le plus stable,
pour le diagnostic du syndrome de surentraînement. Il y en a beaucoup qui ont été évoqués, mais le plus stable et le plus reproductible, c'est la diminution du ratio testo-estradiol, assez paradoxalement. On s'attendait à plein d'autres choses, mais pas tellement à ce ratio-là. Notamment, on a évoqué beaucoup l'effet du cortisol et des choses comme ça. En fait, il y a une diminution de la testo et une augmentation de l'estradiol. Alors, c'est utilisable et chez les filles et chez les garçons. Donc, il faut dosser l'estradiol chez les garçons. Il y a aussi une augmentation du cortisol, plasmatique et salivaire. On va parler des tests salivaires tout à l'heure. Il y a une augmentation des catécholamines urinaires nocturnes, ça on peut les doser si c'est intéressant, notamment parce qu'il y a d'autres symptômes. Parfois, il y a des gens qui ont une prédominance des problèmes de concentration, de mémoire, de motivation. Il y a une augmentation de la CTH, c'est lié à toute la boucle de stress dont on va parler un tout petit peu tout à l'heure. Il y a une diminution de la prolactine, il y a une diminution de l'hormone de croissance. Mais le plus spécifique reste quand même le ratio testo-estradiol. Au niveau des neurotransmetteurs, quand on s'amuse à faire des dosages sur les catécholamines urinaires et les neurotransmetteurs, on voit une diminution de la production de sérotonine. Ça explique aussi une partie des symptômes émotionnels. C'est en général des gens qui ont un moral qui est dans les chaussettes, qui ont des troubles de sommeil également, qui peuvent arriver. La liste des symptômes que je vous ai montré là tout à l'heure n'était pas exhaustive, hein. Il y en a toute une série d'autres. C'est souvent ceux qui sont les plus fréquents en consultation. Qu'est-ce qu'on va faire dans la biologie ? D'abord, on va faire de la biologie simple, hein. On reste quand même faire de la médecine. On va doser l'acide urique et les CPK pour le côté métabolisme protéique et musculaire. Même chose pour la troponine. On va doser le zinc, la ferritine et faire un profil hormonal. Zinc-ferritine, c'est notamment pour faire un diagnostic différentiel sur certaines fatigues. On a beaucoup, je trouve, mais quand on les recherche et quand on ne les nie pas, on a beaucoup d'hypoferritinémie, donc de carence en fer, non anémique, avec des patients et des patientes souvent qui ne sont pas du tout anémiques, donc avec une hémoglobine à 13-14, mais qui ont une ferritine à 6. On en a énormément. Et ça peut être une cause de fatigue, on le sait, parce que quand on les supplémente, quand elles supportent la supplémentation, ou quand on leur pique les fesses avec du fer, elles vont mieux. Je dis souvent « elles » quand c'est la ferritine, parce que c'est souvent féminin, mais ça existe chez les garçons. Faire attention que ce n'est pas exclusivement féminin. Alors, le cortisol, ça reste quand même le sujet parce que on s'attendait à ce que ce soit le marqueur absolu du syndrome de surentraînement. En fait, c'est pas nécessairement le cas, on l'a vu. Mais par contre, le cortisol a une action dans toutes les parties, dans tous les domaines de l'activité physique. Il y a une action sur la production d'énergie avec la néoglucogénèse, l'utilisation du glucose, la mobilisation des acides gras libres, ce qui est très très important dans les efforts de longue durée. Il y a une stimulation du catabolisme protéique, donc la destruction protéique. Il y a un côté anti-inflammatoire. Il y a une diminution des réactions immunitaires. Il y a une stimulation de la vasoconstriction, des fonctions rénales et une régulation des fonctions cérébrales. Pourquoi est-ce que le cortisol a été mis en place ? Pour le stress. Et le stress, c'est quoi ? C'est je réagis face à une situation de danger. Donc, situation de danger, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin d'avoir de moins souffrir de mon inflammation, j'ai besoin de pouvoir utiliser de l'énergie à long terme, j'ai besoin et donc j'ai pas trop besoin de mon immunité là tout de suite. J'ai surtout besoin de cavaler ou de résister à une blessure s'il y a un grizzly qui me donne un gros coup de patte. Aujourd'hui, les sportifs rencontrent quand même peu de grizzlies dans les stades. Heureusement, enfin sauf au rugby quand on va jouer la Roumanie, mais bon, c'est comme ça. Et on a d'autres armes pour les contourner, on espère. Alors, ça c'était un petit point sur le cholestérol. Un petit cas particulier, c'était le surentraînement et l'aménorrhée de la sportive. Ça par contre, c'est extrêmement fréquent. Je dis toujours, on a beaucoup de chance avec les sportives quand on suit des sportives, c'est qu'on a l'aide des menstruations. Les menstruations, c'est une mesure extrêmement facile de comment va l'athlète. C'est si vous posez systématiquement la question et que
Dans certains cas, les athlètes vous disent, alors c'est perturbé un peu par la prise de pilule, ça c'est embêtant, mais quand l'athlète vous dit non, les règles c'est une fois quand ça vient, une fois de temps en temps, 3 mois sans, puis c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc on a un indicateur, sans faire de prise de sang, qui dit il y a quelque chose qui se passe pas bien. L'entraînement intensif provoque, on le sait, un raccourcissement de la phase lutéale. Donc c'est la première phase du cycle, parfois jusqu'à l'aménorrhée. Donc parfois, c'est jusqu'à ne pas provoquer l'ovulation, et donc pas de corps jaune, et donc pas de règles. Dans les dosages, on va avoir une augmentation de la prolactine, qu'on peut avoir aussi dans le stress simple et dans l'intolérance à l'entraînement, on en a parlé tout à l'heure. On peut avoir une insuffisance de rétrocontrôle par l'hypophyse, donc des LH, FSH, GnRH qui sont diminués. On peut avoir une diminution de la progestérone elle-même. On a d'ailleurs souvent une diminution de la progestérone. La difficulté, c'est qu'il faut le prendre dans la bonne partie du cycle, puisque dans la première partie du cycle, il n'y a pas de progestérone ou il y en a très peu. Ça, c'était le petit cas particulier. Autre cas particulier, c'est le burn-out vrai du sportif. Donc là, on ne parle pas de surentraînement, mais de surcharge mentale, de la définition de l'OMS. Soit parce qu'il y a un stress mal géré, c'est un sportif qui prépare la Coupe du Monde de sa vie, ou qui est sous pression maximale de son entraîneur, mal géré aussi, parce qu'on peut mettre une pression, et c'est intéressant la pression sur le sportif. Un sportif qui n'a pas de pression, c'est comme un sportif qui n'a pas de fatigue, ça n'existe pas beaucoup. C'est ce qui fait s'améliorer, mais un stress émotionnel, une pression mal gérée peut amener à un vrai burn-out. On peut avoir une surcharge d'organisation, et tout à l'heure on a parlé de la surcharge familiale, une sportive qui reprend après une grossesse, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour elle, c'est très compliqué d'organiser tout ça. Les contre-performances génèrent du stress. Mais les contre-performances, c'est inhérent à la pratique du sport. Vous ne pouvez pas être tout le temps hyper performant. Les plus grands athlètes ont eu des périodes de contre-performance. Ce qui fait sans doute les grands athlètes, c'est la résilience derrière. C'est qu'ils peuvent utiliser ça pour rebondir et faire mieux la fois suivante. Des anxiétés financières, on a dit tout à l'heure, la grande majorité de nos sportifs sont des sportifs amateurs. Il n'y a que très très peu de sports qui rémunèrent. Il y a le foot, il y a un petit peu certains hockeyeurs, et encore, il y a un petit peu certains basketteurs, et encore, il y a un petit peu certains tennismen, pas beaucoup en Belgique. Il y a une anxiété financière qui est universelle quasi dans le sport. Il faut chercher des sponsors, c'est souvent lié aux contre-performances. Si vous ne performez pas, vous n'avez plus de sponsors. Si vous n'avez plus de sponsors, vous ne bouffez plus. Des difficultés personnelles, il y a un décès, il y a une rupture, parce que le sport, c'est pas facile pour les couples. Vous êtes partis 6 mois par an ou 9 mois par an, vous êtes tout le temps partis le soir pour vous entraîner, vous n'êtes jamais là, vous ne bouffez pas la même chose que les autres, vous êtes chiant à table parce que vous parlez que de votre passion qui est le sport. Bref, c'est difficile parfois dans une famille. Et puis parfois, il faut aussi une carrière professionnelle en parallèle parce que l'anxiété financière, donc on cumule avec un boulot, parfois 2 boulots, et puis il faut aussi s'entraîner. Donc il y a toute une série de raisons de faire un burn-out chez le sportif, beaucoup plus que chez un fonctionnaire en fait, alors qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de burn-out chez les fonctionnaires que chez les sportifs. C'est peut-être pour une question de mentalité, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup les fonctionnaires. Autre cause de fatigue dans le sport, c'est les REDS, donc c'est Relative Energy Deficiency in Sports. Ça, c'est quelque chose de relativement récent. Ça donne lieu à des conférences de consensus, un peu comme la commotion, je ne sais pas si c'est tous les 4 ans pour le REDS. Pour la commotion, ça l'est, mais pour le REDS, c'est peut-être une autre. En fait, ce n'est pas une définition et ce n'est pas très lisible, mais en gros, c'est que vous ne mangez pas suffisamment d'énergie par rapport à ce que vous dépensez dans le sport. Et vous n'avez pas suffisamment de réserve pour compenser la différence. Voilà, c'est ce que veut dire cette formule. C'est principalement chez les femmes, ça, ou on trouve aussi chez les... Alors, il y a une prédominance féminine, mais c'est une prédominance féminine, donc pas se faire piéger non plus, parce que ça peut arriver chez les hommes. Okay, il y a aussi une prédominance dans les sports pas nécessairement d'endurance, mais à catégorie de poids.
ou les sports du type danse, où il faut être comme ça, les sports à catégorie de poids, vous allez avoir des périodes où vous devez atteindre le poids, quitte à avoir un effet délétère sur votre organisme. Ça, c'est problématique. Et notamment dans les apports d'énergie, parce que évidemment, la première chose qu'on va virer quand on a envie de perdre 1 kilo, c'est l'énergie. Donc on va virer tous les féculents, on va virer le gras, et là on risque de tomber dans des troubles de ce type-là. C'est fort lié avec les troubles de comportement alimentaire. C'est un peu une passerelle, hein. L'un peut aller sans l'autre, mais c'est quand même très très souvent lié. Et il y a beaucoup de troubles de comportement alimentaire chez les sportifs, et pas seulement des obsessionnels. Ce sont des symptômes assez variés. Il peut y avoir aussi des problèmes hormonaux, il peut y avoir des problèmes de fatigue, on est quand même là pour parler de fatigue. Il peut y avoir une réduction de l'immunité, il peut y avoir des problèmes osseux. Enfin bref, il y a toute une série de symptômes qui peuvent apparaître. Et la difficulté dans ces cas-là, c'est que c'est un cercle vicieux, puisque quand vous rentrez dans ces symptômes-là, mais vous avez aussi des performances qui diminuent, et vous avez toute une série de conséquences qui s'installent. La difficulté dans ces cas-là, là on va passer peut-être sur la catégorisation du risque, c'est un peu plus spécifique. Ça, c'était, voilà. La difficulté dans ces cas-là, c'est de se dire, bon, on a un sportif, il est fatigué, on va lui poser plusieurs questions pour voir si on est dans un cadre de fatigue physiologique, c'est normal qu'il soit fatigué et tant mieux, il doit juste récupérer, ou bien s'il est dans tous les autres raisons de la fatigue. Et donc on doit faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, hein. C'est j'ai un symptôme, il peut y avoir toute une série de choses. Comment on va faire la part des choses? Donc on a parlé du surentraînement, du burn-out du sportif et des REDS. Ça, c'est des choses un peu typiques du sportif, mais ils peuvent être aussi fatigués pour toutes les autres raisons, comme le commun des mortels. Il peut avoir, on a un peu évoqué une anémie, une hypoféritinémie, il peut avoir une mononucléose, il peut avoir une hypothyroïdie. J'ai fait récemment les prises de sang de pré-saison de 18 athlètes de rugby à 7. Il y en a 2 qui sont hypothyroïdiennes. 2. 10%. C'est énorme. Il peut y avoir des carences en vitamine D. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fatigue, mais j'ai l'impression que ça fatigue en tout cas, parce que quand on a des carences en vitamine D, chez un athlète fatigué, il prend de la vitamine D, ça va mieux. Peut-être que c'est un hyper effet placebo, c'est-à-dire qu'on a identifié un problème, on donne une solution à ce problème, même s'il n'a pas d'influence sur le problème, ça va mieux parce qu'on a identifié et qu'on a fait quelque chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des carences en vitamine D dans la population, c'est assez fréquent. Donc, il faut faire de la médecine. Pour le reste, comment est-ce qu'on fait ce diagnostic différentiel? Les questionnaires, c'est bien. Et puis après, on est parfois un peu embêté. C'est là que vient la biologie. La biologie classique, pour faire le diagnostic différentiel de ces autres fatigues, on fait des sérologies, mais aussi des choses plus pointues, comme des cortisols salivaires, par exemple. Pourquoi des cortisols salivaires? Si vous avez déjà suivi ce genre si vous avez déjà suivi ce genre d'intervention, vous savez que le cortisol, il est sous un joli cycle, où vous avez un pic matinal, que si vous êtes dans cette partie-là et que vous êtes normal, vous avez de la chance. Par contre, il peut y avoir toute une série de modifications de ce cycle qui sont pathologiques, mais qui ne sont pas dépistées si vous ne faites qu'un dosage à ce moment-là. Par exemple, si vous avez une hypercortisolémie, un hypercorticisme, fin de journée, vous êtes dans quelqu'un qui est déjà stressé, qui est déjà dans une pathologie d'adaptation au stress. Ça, c'est quelqu'un que vous allez apaiser, vous allez mettre en place des choses comme des exercices de respiration, mettre éventuellement un peu de phytothérapie, un coaching ou une psychothérapie. Enfin bref, c'est quelqu'un qui gère pas bien son stress.
Ou alors, vous faites un dosage là, à ce moment-là, hein, quand le labo ouvre, il est normal. Ou alors, vous avez ce genre de profils-là, qui sont toujours un peu plus embêtants pour nous, parce que ça, on sait qu'on va devoir faire ce qu'on déteste faire, c'est-à-dire souvent ralentir, diminuer l'intensité de l'activité, parfois mettre, si c'est des gens qui ont un boulot à côté, parfois les mettre au repos du boulot, parce que c'est le seul truc qu'on peut faire facilement en cliquant dans le dossier médical. Poum, il y a le certificat médical qui sort pour 3 mois. Ça, on sait le faire facilement. Mais il va falloir discuter. Ça, c'est un profil de burn-out. Ça, c'est un profil de les surrénales ne fonctionnent plus. Or, vous faites un dosage à 9h du matin, c'est normal. Donc, le profil de cortisol salivaire, c'est un profil très intéressant pour aller un petit peu plus loin que juste le cortisol libre du matin, qui, quand il est normal, on est déjà assez content, mais on n'est pas totalement rassuré. Par contre, quand il est bas déjà dans la prise de sang, là, on peut dire que les surrénales sont déjà en grosse difficulté. Alors, parlons de traitement. Ça va, j'ai pas été trop long. Le traitement de l'épuisement du sportif, c'est le traitement causal. D'abord. Okay, même et surtout quand c'est des causes qui ne sont pas liées à l'activité physique. Par exemple, la ferritine, ça peut être lié à l'activité physique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va corriger ces carences. On va faire patienter si c'est mononucléose, on ne sait pas faire grand-chose. On va leur interdire les sports de contact, parce que quand il y a une mononucléose, la rate gonfle, donc on ne peut pas faire de sport de contact. Et surtout, on ne va jamais, comme toujours en médecine, sauf si, on ne va jamais mettre au repos total. N'arrêtez jamais un sportif. Vous allez le faire voler en burn-out du sportif. Ils sont tellement dans une activité obligatoire, tellement dans une régulation et dans une habitude d'activité physique, que si vous les mettez au repos du jour au lendemain, s'ils ne feront pas un surentraînement, mais ils feront une dépression, un burn-out, ils feront une catastrophe. Donc ne les mettez jamais au repos complet. C'est pour ça que vous avez besoin de leur donner des objectifs qui sont clairs, qui sont nets, qui sont honnêtes, en leur disant vous ne pouvez plus continuer comme ça, vous devez continuer à faire ça, ça et ça, à cette intensité-là. Et donc, mettre au repos complet, ce n'est pas une solution, mais il faut mettre au repos relatif. C'est de plus en plus la norme pour tout ce qui est le repos dans la médecine du sport. Les tendinopathies, de temps en temps on voit des patients qui viennent de chez leur médecin traitant, qui leur a dit « tu te mets au repos pendant 6 mois, ce sera terminé ton épicondylite ». Ils arrivent au bout de 6 mois en disant « c'est bizarre, c'est vraiment pas terminé ». Le repos, ce n'est pas le traitement. Le traitement, c'est le mouvement. Et dans le surentraînement aussi. Par contre, il faut effectivement diminuer la charge en jouant sur tous les facteurs de la charge d'entraînement, sur la durée, sur l'intensité, sur la répétition. On peut jouer sur plein de choses, mais on peut jouer sur la charge d'entraînement pour diminuer cette charge. On peut aussi associer, si on a des signes d'hyperactivité surrénalienne, tout à l'heure on a vu cette courbe de fin de journée là, avec des cortisols surexprimés, on peut, avec la phyto, diminuer un petit peu cette suractivité surrénalienne. Il y a des plantes qui sont bien connues, qui sont hyper efficaces, avec l'ashwagandha, avec le rhodiola, avec plein de choses, des associations, avec aussi des choses qui sont plus corporelles, parce que les sportifs ils aiment beaucoup ça, et c'est peut-être d'ailleurs la perche que je lance aux ostéopathes, parce qu'il y a une part corporelle qui est intéressante et importante aussi, et ça va vers ces techniques-là, des techniques de respiration, parfois des techniques qui sont peu connues par les sportifs, parce qu'ils sont beaucoup dans l'action, mais le yoga par exemple, ça peut permettre de corriger un petit peu ces courbes hyper réactives et de retourner dans des choses qui sont beaucoup plus physiologiques. Par contre, quand on est dans des phases d'épuisement complet, donc dans ces fameux burn-out, les vrais, parce que attention, le burn-out, il y a des vrais burn-out et puis il y en a d'autres,
chez les fonctionnaires. Là, on va stopper l'activité physique intense, c'est clair. Par contre, on va continuer une activité physique modérée, en définissant bien ce qu'est une activité physique modérée, et ça les sportifs savent le faire, parce qu'ils le font tout le temps. Donc on leur dit, c'est 70% de l'activité aérobie, c'est 80% de ton activité aérobie, c'est 50% de ton activité aérobie, on se voit dans 15 jours, on voit comment ça se passe. En fait, c'est une reprise progressive pour garder le côté aérobie, activité physique, je m'entraîne quand même, mais je m'entraîne dans une limite. C'est ce qu'on fait chez le problème chez les gens qui ne sont pas sportifs et qui sont en burn-out, c'est qu'eux, il faut les mettre au sport. Parce que c'est souvent une des parts qui fait qu'ils sont dans les cabinets pour le burn-out, c'est qu'ils n'ont pas d'activité physique du tout. Donc on fait exactement la même chose, mais à l'envers, donc on les remet dans une courbe en U, dans quelque chose qui va leur faire du bien. Et puis, dans les phases d'épuisement complet, là, on fait des traitements de relance de l'activité des mitochondries, des antioxydants à haute dose, de la phyto, enfin bref, il y a plein d'autres choses. Ce n'est pas nécessairement le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Cas particulier encore. L'intestin. Donc, on n'a pas évoqué tout à l'heure ces causes de fatigue-là. C'est des causes un petit peu spécifiques, beaucoup discutées. Il y a notamment l'intolérance au gluten. Il y a des exemples très très célèbres que je ne citerai pas, qui ont vu une amélioration franche, qui le déclarent, qui le disent à tout le monde, qui ont vu une amélioration franche de leur performance à partir du moment où ils ont adopté un régime sans gluten. Alors, les hypothèses sont multiples. La première hypothèse la plus évidente et la plus simple, c'est effectivement il y a une intolérance au gluten, ça existe. Alors, il y a la maladie cœliaque, c'est 1% de la population, c'est très peu. Il y a des intolérances digestives, là on est 5-6%, et puis il y a des gens qui ne digèrent pas bien ou qui se sentent mieux dès qu'ils en mangent un peu moins. Joko, je pense que c'était plus vers les 4-5%, c'est-à-dire une intolérance digestive. Si l'intolérance digestive au gluten existe, on n'a pas encore tranché ça. Les gastro-entérologues vont vous dire, si on arrête le gluten, on arrête les FODMAP, donc évidemment ça va mieux au niveau digestif. Oui, mais il y a des cas où on a beau faire un régime sans FODMAP, ça va pas mieux, on fait un régime sans gluten, ça va mieux. Bon. En plus, tous les aliments en gluten ne contiennent pas nécessairement des FODMAP. Donc ça ne colle pas tout à fait. Donc, l'intolérance au gluten, il faut y penser chez quelqu'un qui est fatigué, qui se blesse à répétition. On a tous des exemples, enfin tous les médecins du sport ont des exemples où on ne s'en sort pas, il y a des tendinopathies à répétition, il y a des machins. On pose des questions sur la digestion, on dit bon, on va tenter, c'est le dernier truc à faire. On a déjà donné du collagène pendant 8 ans et ça n'a rien fait. Enfin non pas pendant 8 ans parce que ça fait que 2-3 ans où on en parle. Et ça n'a rien fait. Et maintenant, on va tester le dernier truc parce que je ne sais plus quoi faire. On dit, vous pouvez arrêter de manger du gluten. Et ça va mieux. Bon, parfois, c'est plus simple que ça, parce qu'on y a pensé un peu plus tôt. Mais l'intolérance au gluten, ça reste un sujet. Pas encore tranché. L'intolérance au lactose, en général, comme les sportifs sont quand même des gens qui sont très autocentrés, ils ont une lecture assez bonne. C'est-à-dire, quand je mange des produits laitiers, je vais aux toilettes, j'ai la chiasse, je ne me sens pas bien parce que du coup je suis un peu déshydraté, j'ai des ballonnements, ma digestion ça va pas bien du tout. Et donc très souvent ils ont éliminé ces produits laitiers sans mettre de nom nécessairement. Alors, parfois ils en ont parlé, ils ont dit je suis intolérant au lait, je suis allergique au lait, c'est une intolérance au lactose. Donc souvent ça pose pas énormément de problèmes de diagnostic ou de persuasion, de dire aux gens vous êtes intolérant au lactose et puis voilà, c'est tout. Ce qui est parfois un petit peu plus difficile à mettre au point et à dépister, c'est le leaky gut, c'est l'hyperperméabilité intestinale. Et ce leaky gut, c'est très connu depuis de nombreuses années dans les sports d'endurance très longs ou d'intensité très forte. On a tous le souvenir de ce pauvre marathonien qui termine avec ses pantalons tout à fait souillés. Voilà. C'est typiquement ce type d'effort-là, c'est quand vous avez un effort musculaire intense, tout le sang part dans vos muscles, et la première chose qui va en souffrir, c'est les organes qui ont moins besoin de sang à ce moment-là, c'est-à-dire les intestins, par exemple, le cerveau chez les garçons,
Enfin, le deuxième cerveau chez les garçons. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, les intestins vont souffrir d'une ischémie, parce que moins de sang, tout est dans les muscles. Et puis, quand on va... Déjà, ça peut donner des symptômes, des ulcères, des choses vraiment parfois assez impressionnantes sur la muqueuse intestinale. Et au moment où vous arrêtez l'effort, tout le sang reflue, chargé d'oxygène, revient dans l'intestin et à ce moment-là brûle l'intestin par l'oxygène et donc il y a un problème d'ischémie-reperfusion avec là une consommation complète des antioxydants. Et donc ces phénomènes d'ischémie-reperfusion sont parfois des gros problèmes à long terme sur des intestins. Maintenant depuis quelques années quand même, parce que ça fait 30 ans que je travaille, pas mettre mes mains sur le mur mais c'est mal quand même. Et ça fait 30 ans qu'on parle de flore. C'est pour ça que je dis toujours flore intestinale, et pas microbiote. Il voulait dire microbiote. Parce que microbiote, c'est depuis le 21e siècle. Moi, je suis né avant. Et donc, le microbiote, maintenant, c'est un sujet qui va avec ce leaky gut. Parce qu'on sait que le microbiote est perturbé par ce type d'exercice-là aussi. Et donc, ouais, on t'a pas pu les... Non. Le microbiote, ça devient maintenant un sujet aussi sur la fatigue. Il y a une étude très très récente, qui est sortie là en août, qui a montré que, c'est une méta-analyse sur 13 études de mémoire, qui a montré que la prise de probiotiques améliore les symptômes de fatigue chez le sportif. Donc ce sujet-là va devenir un sujet vraiment prépondérant. Le problème du microbiote, c'est qu'on sait déjà plein de choses, mais on ne sait encore rien du tout. Et donc, la difficulté, c'est notre difficulté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va conseiller aux gens? Est-ce qu'on va conseiller de prendre des probiotiques? Bon, là, on peut, parce qu'on a cette méta-analyse qui dit oui, il faut mettre des probiotiques. Quels probiotiques? Ne faites jamais d'erreur en venant lactobacilles bifidobactéries. Quelle dose? 15 milliards de bactéries. Ça, c'est la méta-analyse. Est-ce qu'il y a d'autres souches qui sont plus efficaces? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des souches qu'il ne faut absolument pas donner parce qu'elles pourraient avoir un effet inverse? On ne le sait pas, et c'est une question. Il y a Akkermansia qui a fait des articles dithyrambiques disant que ça allait solutionner le problème de l'obésité. Akkermansia, il y a 3 mois, c'était catastrophe, attention, les gens qui ont des maladies auto-immunes du rein, ils ont des Akkermansia très très élevés dans les intestins. Donc sur les souches bactériennes très très spécifiques, pour l'instant, à part quelques cas particuliers, on n'en sait rien du tout. Donc ça, c'est un domaine d'étude, de développement. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la flore? Donner ce qui a déjà montré son efficacité et son absence d'effets secondaires, lactobacilles bifido, à des doses suffisantes, et manger correctement. Parce que parfois, la bouffe du sportif, c'est un autre sujet, mais parfois, c'est vraiment très compliqué. Et c'est ce qui fait d'ailleurs une des difficultés de l'étude du microbiote des sportifs. C'est qu'on ne sait pas si le microbiote particulier fait que ça devient des sportifs de haut niveau, ou bien si c'est parce que c'est des sportifs de haut niveau que leur microbiote change. Et on ne sait pas non plus si est-ce que c'est leur alimentation qui change leur microbiote, est-ce que c'est l'activité physique qui change le microbiote, tout ça doit être encore tranché. Voilà. Ça, c'est la fin de ce que j'avais à dire sur la fatigue chez le sportif par rapport à la biologie. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue de nouveau à tous au centre. Donc moi je m'appelle Taylan Yilmaz, je suis ostéopathe depuis une dizaine d'années. Ici l'idée ça va être quoi? Ça va être de bifurquer nous en pratique, qu'est-ce qu'on fait en ostéopathie pour des cas de sportifs épuisés ou dans un état d'épuisement. Il y a différentes phases dans l'épuisement du sportif, ou tout simplement chez un patient épuisé. Parce que finalement, ce qu'on fait nous ici dans ce centre, on accueille pas mal de sportifs. Ce qui marche bien chez le sportif marchera d'office chez un patient sédentaire ou moins sportif. L'inverse n'est pas toujours vrai. Donc, que je m'habitue. Voilà. Donc les différents axes de manipulation, les différents axes de prise en charge en ostéopathie.
On va se concentrer après sur un axe qui est pour moi primordial, le LCR, l'axe crânio-sacré, mais dans un premier temps, dans un bilan ostéopathique, de toute façon, il y aura le bilan mécanique, qui est primordial. Hein, si vous vous rappelez, la toute première loi en ostéopathie nous dit que la structure gouverne les fonctions. Donc tout trouble biomécanique, structurel, périarticulaire, tissulaire, viscéro-pariétal ou pariéto-viscéral, si c'est la vertèbre qui embête l'organe ou si c'est l'organe qui embête la vertèbre, pour un sportif, ça sera un problème. Ça va générer une zone de tension, une zone d'inflammation chronique, un inconfort, des compensations à court terme, à long terme, à distance du problème, et qui va de toute façon lui donner une fatigabilité musculaire, de récupération, d'inflammation locale. Le sportif, il est toujours amené à être dans une dynamique de perfection. Sa biomécanique, sa gestuelle de répétition, elle est dans l'excellence. Donc le moindre mouvement perdu chez le sportif va engager un symptôme, un motif de consultation, un inconfort, et il va venir nous voir. Soit en médecine sportive, écoute, je sais pas, je me sens pas super bien quand je dois armer, quand je lâche ma raquette, quand j'amortis. Et alors, quand on fait nos tests de biomécanique conventionnelle, on se dit, bon, ça va, ça bouge quand même. Non, la moindre perturbation mécanique, tissulaire, va engendrer un motif de consultation. Donc, ça, c'est d'autant plus vrai chez le sportif. Donc, tout trouble mécanique, structurel, périarticulaire, qu'on s'entende bien, tout trouble biomécanique, ostéo-articulaire, nécessite une prise en charge. Ça, c'est important. À travers vos manipulations, voilà, peu importe les techniques que vous utilisez, mais il faut redonner le mouvement perdu. En quantité, ça c'est facile. Le mec, il a une amplitude qui est perdue, c'est quand même très facile à quantifier, mais c'est surtout en qualité. Ici, c'est surtout la qualité du mouvement qui nous intéresse. L'effet de fin de course, la comparaison des deux côtés, par exemple, hein, chez un joueur de raquette, hein, et tous les sports asymétriques. La sensation aussi, on peut demander au patient la sensation de fin de course qu'on récupère. Est-ce qu'il garde un inconfort, une gêne? Est-ce qu'il y a une réaction de trophicité, même si elle n'est pas palpable, même si elle n'est pas objectivable? C'est un problème. Donc ça, il faut résorber. L'importance aussi, pour nous ostéopathes, des charnières. Donc, on parle tous de la charnière dorso-lombaire, c'est la plus connue, puisqu'elle s'appelle le diaphragme thoracique. Un diaphragme, c'est un piston. En ostéopathie, en mécanique humaine, il y a 4 diaphragmes. On a le diaphragme péricrânien, qui est quand même super important, on va en parler après. On a le diaphragme scapulaire, les gros vaisseaux, le dôme du poumon, qui a sa prédisposition pour les diaphragmes secondaires, notamment le diaphragme thoracique, qui est bien évidemment l'évidence pour la vascularisation des organes sous-diaphragmatiques, de l'abdomen, du petit bassin et bien évidemment de la périphérie, et le diaphragme pelvien. Donc ces 4 diaphragmes, ces 4 charnières sont vraiment des outils pour nous ostéopathes en cabinet qu'il faut vraiment aller tester. Tout trouble biomécanique dans les charnières va engendrer un trouble de posture. De nouveau, on part dans une démarche de tension musculaire, de décompensation, de réaction d'adaptabilité qui va engendrer un stress tissulaire et donc une fatigabilité, un inconfort et donc un motif de consultation. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pour la posture, le diaphragme thoracique et le diaphragme scapulaire pour les échanges gazeux, c'est super important. On parlait de la respiration tout à l'heure. Le yoga, la méditation, c'est très bien. Mais si le patient il arrive avec un trouble dans sa charnière dorso-lombaire mécanique, il peut en faire des séances de respiration et de yoga, ça ne marchera pas. Il faut aller débloquer la charnière. Il faut aller redonner le mouvement perdu au niveau du thorax, au niveau du tronc, et aussi pour libérer, bien évidemment, les circulations des liquides, que ce soit le système artériel, veineux, mais aussi le système lymphatique, qui sera toujours satellite au système artériel et veineux. Donc ça, c'est les gros axes en ostéopathie. Une fois de plus, peu importe les techniques qu'on va utiliser, l'idée étant de réharmoniser les blocages, la posture, et bien évidemment, à travers votre traitement, de redonner le confort qui est perdu, l'équilibre. Hein, on parlera toujours d'équilibre. Mais chez le sportif, et j'insiste, on ne peut pas le traiter comme un patient lambda qui va, de toute façon, à travers notre manipulation, même si on n'est pas super exigeant, même si on ne récupère pas la mobilité entièrement, récupérer du confort. Donc il sera content. Voilà, il est moins exigeant. Le sportif, il n'est pas dans la même exigence. Un sportif, quand il consulte en ostéopathie,
Il veut de l'efficacité. Et l'efficacité, il va la quantifier à travers la qualité de mouvement que vous allez lui redonner. Donc, il va falloir être un petit peu plus, je pense, exigeant quand nous, on soigne les sportifs à travers ces niveaux-là. Ça, c'est vraiment important. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur un niveau qui me paraît crucial dans la récupération, dans la fatigue, c'est l'axe crânio-sacré. Donc, alors, l'axe crânio-sacré, il y a différentes manières de traiter un système crânio-sacré. On va essayer un petit peu de balayer ça rapidement, mais il y aura sans doute des questions. Donc, on va commencer par parler du liquide céphalorachidien. Alors, le liquide céphalorachidien, c'est un liquide, bien évidemment, que vous connaissez tous. On le pratique au quotidien sans vraiment, des fois, s'en rendre compte, inconsciemment, mais on le fait chez presque tous nos patients. C'est un liquide qui est transparent, dans lequel baigne le cerveau, la moelle. Donc, il est contenu dans les méninges, plus précisément dans l'espace sous-arachnoïdien, entre la pimère et la durmère, pardon. Et alors, bien évidemment, il va être sécrété au niveau des ventricules. Et au niveau des ventricules, surtout les ventricules latéraux, il va être ici, le petit... le rouge. Non, ça ne donne pas sur l'écran. Enfin, il va être sécrété principalement ici. Vous voyez, donc dans la zone du corps calleux. Ça, c'est une zone vraiment ventriculaire très importante. Dans les espaces et les petits, granulations ventriculaires qui s'appellent les coronoïdes. Et le liquide va être véhiculé dans les 4 ventricules, ici. Et il va sortir principalement par le 4e. C'est là où nous, on a un champ d'action. Par le 4e ventricule. Donc, il a des espaces médiaux, des espaces postérieurs. Il va circuler dans l'espace sous-arachnoïdien et il va circuler autour du cerveau. Il va descendre dans la durmère et il descend vraiment dans toute la moelle. Donc, c'est un liquide qui circule constamment. Il va être réabsorbé au niveau de granulation, hein, qu'on peut voir ici, très souvent dans les granulations supérieures, qu'on va avoir dans les os pariétaux. Qu'on peut avoir dans les commotions, par exemple. On a des compressions de ces granulations qui ont du mal à réabsorber les liquides. Et alors, les patients, ils ont des œdèmes sous-duraux qui vont traîner dans le temps avec une récupération anormale. Ils ont une fatigabilité qui dure, malgré les imageries où on voit que le sang s'est résorbé. C'est parce qu'on peut avoir des compressions au niveau de ces granulations arachnoïdiennes qui réabsorbent. Et ensuite, il va être envoyé dans les sinus veineux pour être drainé, réabsorbé et réenvoyé. Il est nettoyé, il est renvoyé dans le circuit. Donc le LCR, c'est vraiment le centre de l'homéostasie des patients. Donc l'homéostasie, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus physiologique qui permet le maintien constant du milieu intérieur de l'organisme afin d'en assurer son bon fonctionnement. En gros, c'est le bien-être du patient. Donc si on veut qu'un patient ait une bonne vitalité, il faut toujours vérifier son LCR. Alors, comment on va le quantifier, ce LCR ? Parce que c'est bien beau, ok, on sait qu'il est fabriqué au niveau plus ou moins du corps calleux, qu'il va descendre dans le 3e, 4e ventricule, où il est libéré, et ensuite il circule dans les espaces sous-arachnoïdiens. Ok. Comment nous, on va le quantifier ? Eh bien, on va le quantifier avec un mouvement crânio-sacré. Donc, le mouvement crânio-sacré, c'est un relais entre le haut et le bas du corps, entre l'occiput et le sacrum. Donc, la moelle épinière, la durmère rachidienne, elle a des points d'ancrage. Elle est incompressible, donc c'est un câble qui n'est pas capable de s'étirer entre ces deux pièces osseuses. Elle a une malléabilité et un mouvement. Ici, qu'on regarde les courbures dans un temps de flexion et dans un temps de... Alors, pour les gens qui ne sont pas ostéos, en gros, parce que c'est vrai que là, c'est un peu chinois, Laurent, en gros, on a un mouvement liquidien dans le cerveau qui n'est pas encore prouvé. C'est un peu le débat, depuis 150 ans. Mais nous, on le fait au quotidien, et ça fonctionne. C'est des choses qu'on ressent, il n'y a pas de problème, mais c'est difficile à quantifier. Il y a un mouvement qui va se faire, on va venir après dans des membranes dans le cerveau, qui va imputer une mécanique crânienne, qui va avoir une conséquence à distance jusqu'au sacrum, c'est-à-dire jusqu'au bassin. Et cette mécanique, elle est principalement liée avec un mouvement d'une articulation centrale du cerveau, qui s'appelle la synchondrose sphénobasilaire, la SSB, qui est la jonction entre un os central qui est le sphénoïde, où on peut palper les grandes ailes ici, vulgairement appelées les tempes, et la partie postérieure du sphénoïde, donc ici, le corps postérieur, qui va s'articuler avec l'occiput, qui est là. Donc l'occiput, on peut le palper, on a l'écaille de l'occiput ici et les bases latérales, les masses latérales, mais par contre la partie centrale de l'occiput ici, c'est une parse qui va former
un orifice qui s'appelle le foramen magnum, qui permet à la moelle de rentrer, et la partie antérieure de ce foramen magnum va créer un apophyse basilaire qui va donc s'articuler avec la partie postérieure du sphénoïde. Pour nous, ostéopathes, ça c'est l'élément central. Cette articulation va, dans un mouvement qu'on va voir juste après, de tension membranaire, être engagée vers le haut et par une traction durmérienne de la moelle, verticaliser le sacrum. Voilà. Donc, la durmère, elle est attachée sur le foramen magnum, C1, C2, C3. N'oubliez pas C3, quand on fait de l'ostéopathie crânienne, on oublie toujours C3. On parle de OAA, occiput atlas axis, mais il y a C3. Et très souvent, on oublie C3. C3 aussi, son importance neurovégétative. C'est déjà la base du ganglion sympathique secondaire cervical. Donc C3, c'est vraiment une vertèbre clé, hein, et très très souvent, on l'oublie quand on fait du crânio-sacré. Ensuite, la moelle elle va descendre jusqu'à la fin de la moelle épinière, plus ou moins autour de L2, ce qu'on appelle le cône médulaire. Et ensuite, c'est des filaments comme ça qui vont s'effilocher, qui vont descendre très très bas, le phylum terminal, et qui vont venir s'attacher sur la partie postérieure du deuxième segment sacré. Nous, on appelle ça l'axe respiratoire de Sutherland. Donc, quand on regarde un patient et un sacrum sur le côté de manière sagittale, c'est vraiment l'axe qui va bouger, se verticaliser sur un temps de flexion et d'extension crânienne. Donc c'est un mouvement minime, hein, mais qu'on peut ressentir et qu'on va pouvoir quantifier à travers la qualité. Est-ce que c'est un mouvement qui respire bien? Est-ce qu'il y a une bonne vitalité? Est-ce que c'est un mouvement qui a un temps de flexion qui est rapide, pas assez long? Est-ce que c'est vraiment dur, induré? C'est plutôt une quantification qui est dépendante du praticien. Donc, sur un temps de flexion, pour revenir à ces courbures, le patient il se verticalise, les courbures grandissent. La SSB monte, la durmère est tractée vers le haut, le sacrum se verticalise. Le patient il perd ses courbures. L'extension, c'est l'effet inverse. C'est comme un ballon de baudruche qui se met en tension, par effet membraneux, et ensuite, qui revient à sa tension, il accumule une énergie potentielle qui va être redistribuée en énergie cinétique, et les tissus reprennent leur forme. Donc le patient, il va sur un temps d'expiration forcée, il va avoir des belles courbures. Donc OAA, occiput atlas axis C3, et bien évidemment le sacrum dans son entité, mais surtout l'axe C2. Alors, Laurent, est-ce que C2 ça bouge? Beaucoup pensent que C2, ça ne bouge pas. Ah oui, beaucoup en médecine, hein, C2, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que les sulci auriculaires sacro-iliaques sont sur C1 pour le court bras et sur C3 pour le long bras. Pardon, S2, excusez-moi. Sacrum, je suis sur le sacrum, excusez-moi. Donc, les axes auriculaires de l'articulation sacro-iliaque, bien évidemment, le court bras est sur S1 et le long bras sur S3. Est-ce que vous, honnêtement, au cabinet, ça vous arrive de manipuler S2? Posez-vous la question. Vous allez voir que très peu manipulent S2. Alors que c'est l'axe principal de respiration du sacrum. Hein. Donc sur tout trouble crânio-sacré, sur des états de fatigabilité, des patients qui arrivent dans des états d'épuisement, qui arrivent avec des fatigues chroniques, des lourdeurs dans le bassin, une mise en route difficile, qui s'accompagne souvent de maux de tête occipitale, de fatigabilité occipitale, qui s'améliore avec le mouvement. Très souvent, après le repas, ça va mieux dès qu'ils sont en route, mais qui engage souvent une chronicité. Il faut aller voir ce niveau-là. Hein. Ça, c'est la base. Alors, il y a aussi une structure qui est très intéressante dans ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle, j'ai fait une faute de frappe ici, le ganglion de Impar, ou le ganglion de Water, le ganglion euphorisant de Water, il est juste en avant de l'articulation ici sacro-coccygène. Alors c'est un ganglion qui va récupérer les deux niveaux, droite et gauche, sympathiques. Il est rétropéritonéal, et c'est là que ça prend toute son importance, et il est surtout autonome, c'est-à-dire qu'il est complètement détaché du système nerveux central, du système hypogastrique bas et du système central au niveau de la boîte crânienne. On va le retrouver en défaut, ce ganglion, très souvent en postpartum, chez la maman qui vient d'accoucher qui fait une dépression,
chez le sportif qui prend un choc sur les fesses. Et quelques semaines après, il va avoir un état dépressif. Il va déclencher une fatigabilité. Il dit, c'est pas possible, depuis que j'ai eu mon choc, je m'en sors pas, je suis fatigué, j'ai toujours une lourdeur dans le bas du dos, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de libido, j'ai plus envie. Il faut aller voir l'articulation sacro-coccygienne. Très souvent, c'est une perturbation, comme il est rétro-péritonéal, c'est une perturbation autonome de ce ganglion qui est liée au traumatisme. Alors, la mécanique crânienne, c'est les espaces de roue dentée, on l'explique, voilà, c'est une cascade d'événements, un peu comme dans une montre mécanique, une crémaillère déclenche un mouvement d'une autre, par phénomène de roue dentée. Donc on a une attitude de mouvement qu'on peut percevoir sur les différents os du crâne. Il y en a beaucoup. On a essayé ici, j'ai essayé un peu de résumer. Donc la synchondrose phénobasilaire, elle est là, c'est toujours une vue latérale. Donc en bleu ici on a notre occiput, ici c'est le foramen magnum, donc c'est la moelle qui va rentrer dans le cerveau. Et ici on a l'articulation SSB avec le sphénoïde. Donc sur un temps de flexion, l'occiput fait une rotation postérieure sur son axe sagittal et le sphénoïde, lui, fait une rotation inverse, antérieure. Une ligne centrale des os, ça a aussi pour moi toute son importance. On a un patient sportif qui arrive et il nous dit « Écoute Taylan, depuis quelques temps, j'ai comme des céphalées de tension, j'ai mal à la tête, mais c'est toujours ici. » Ok. C'est plutôt en fin de journée ou après le sport. J'ai fait ma prise de sang, mon médecin me dit « Écoute, je ne comprends pas, tout va bien. » Il me dit d'aller voir l'ostéo. Vous faites vos tests et vous vous rendez compte que l'innervation de la partie occipitale, c'est le nerf vague. Vous faites vos tests et vous dites « Ok, pas de compression vagale possible, j'ai rien. » Eh bien, il faut penser à l'os directeur. Aux os directeurs. Si vous prenez un crâne et que vous le divisez en deux, on va avoir une partie antérieure, partie avant, une partie postérieure. Maintenant, vous le coupez ce cercle en quatre, on va avoir des cadrans. Et dans ces cadrans, le cadran antérieur, il est gouverné par l'os sphénoïde. Comme on disait tout à l'heure, c'est pour ça que c'est l'articulation centrale entre le sphénoïde et l'occiput. Le sphénoïde, il va gouverner le viscérocrâne. Donc, il va s'occuper vraiment de tout ce qui est lié au sens. Les yeux, l'orbite, constituée de tous ces osselets, on ne va pas les reprendre, l'hémifrontal, le maxillaire, la branche montante du palatin qui forme le fond de l'œil, l'os lacrymal, le cornet inférieur, la branche montante du maxillaire. Tout ça, c'est gouverné par le mouvement du sphénoïde. Donc si vous avez une dysfonction SSB chez un sportif, il faut la corriger. Il faut absolument la corriger parce qu'il va déclencher des symptômes. Sinusite, otite, angine à répétition, c'est une dysfonction SSB qu'il faut en tout cas surveiller. Inversement, le patient que je vous disais tout à l'heure, il arrive avec ses douleurs occipitales et vous faites vos tests, au niveau vagal tout va bien, vous dites tiens c'est peut-être sa tente. On va aller tester ses membranes de tension réciproque, ça a l'air d'aller pas mal. Eh bien il ne faut pas oublier d'aller vérifier les autres os qui sont gouvernés par l'occiput. Parce que c'est la partie postérieure, l'occiput gouverne la partie postérieure. Donc il faudra aller voir les pariétaux, les temporaux, la mandibule, très souvent on l'oublie, la mâchoire, l'osioïde avec les muscles sous-hyoïdiens, on les oublie très souvent sur des douleurs occipitales, plutôt membranaires en tout cas, de céphalée de tension. Il faut aller voir aussi l'osioïde et bien évidemment la durmère, C1, C2, sacrum, coccyx. Donc ça, c'est à tout son sens aussi, nous, en pratique, sur de la fatigabilité haute ou basse, sur des douleurs qui nous font penser plus à un déséquilibre parasympathico-tonique, sacrum-occiput. C'est important d'aller tester la SSB. Hein. Je ne sais pas si vous faites du crânien. Honnêtement, oui, non. C'est bien, il faut, je pense, moi j'en fais quotidiennement, à ma manière, hein, on est avec les collègues, mais il faut aller mettre les mains sur le crâne du patient, en plus de tout ce qu'on fait à côté. Le crânien, c'est pas de l'ostéopathie spécialisée. On n'est pas spécialisé en crânien. C'est pas possible. On n'est pas spécialisé en structurel. On n'est pas spécialisé en gynécologie ou en pré- ou postpartum. C'est un outil supplémentaire qui doit être apporté pendant le traitement. D'accord ? Indépendamment
ou dépendamment, de tout le reste. On ne peut pas juste faire des techniques crâniennes chez un patient. Pour moi, c'est une aberration. Ça va à l'encontre même de l'état d'esprit de l'ostéopathe. C'est impossible. Notamment via ces relais mécaniques qu'on a vus tout à l'heure, via ces relais somatiques, on va en parler tout à l'heure dans des cas cliniques. Les relais somatiques, ça a vraiment de l'importance. Mais le crânien, c'est un plus. C'est une piste comme le structurel, comme le liquidien, D'accord ? Alors, les membranes de tension réciproque. C'est là que ça commence à être intéressant pour nous. Pourquoi ? Via les relais du liquide céphalorachidien, donc on veut que le liquide y circule bien. On a compris que le liquide, pour qu'il circule bien, il faut un mouvement, il faut une émancipation du crâne, et surtout, il faut qu'il soit bien réabsorbé. Et c'est là que les sinus rentrent en jeu. Donc les membranes de tension réciproque, qu'est-ce que c'est ? La moelle épinière, une fois qu'elle va arriver au foramen magnum, elle va rentrer dans le cerveau et elle va faire des replis. Elle va se diviser pour former des membranes où elle va venir s'attacher. La première membrane qui va se diviser, c'est la membrane verticale. Ça ne marche pas ce truc. Elle est longitudinale, ici. C'est ce qu'on appelle la faux. Donc la faux, elle a vraiment un mouvement sagittal pur, ici, de l'arrière vers l'avant, et elle va donner deux bords. Un bord supérieur, qu'on voit bien ici sur le haut, qui va partir de l'arrière, ici, de la protubérance occipitale interne. Elle va longer le sinus longitudinal, où elle se divise en deux pour faire un repli et pour former, bien évidemment, le passage veineux. Et elle va venir s'attacher ici sur ce qu'on appelle le trou borgne. C'est l'espace entre la crête frontale et la cristagalie de l'os ethmoïde. Où vient s'attacher, vous voyez, la partie inférieure de la faux. La partie inférieure, elle va, elle, longer le corps calleux. Elle est plus tranchante, elle est concave vers l'intérieur. Et alors, ces deux membranes, sur leur partie postérieure, vous voyez, ici, elles vont venir envelopper, ici, le sinus rectus, le sinus droit, ou appelé encore le fulcrum de Sutherland, qui a vraiment, pour nous, une importance cruciale dans le drainage des sinus. D'une part, son orientation, et ensuite, elle va se déverser sur les sinus latéraux pour venir sortir par la sigmoïde et former la jugulaire interne. Là, on a un champ d'action, le trou déchiré postérieur. Et on a un champ d'action ici, très important, le pressoir d'érophile, au niveau de la protubérance occipitale interne. Pour drainer les maux de tête, la fatigabilité, sinus veineux, quand même, c'est important, et pour booster, stimuler la réabsorption du LCR. L'autre membrane, l'autre repli de la dure mère, c'est la tente du cervelet. La tente du cervelet, elle va rentrer et se replier de manière plutôt transversale, horizontale. Elle est légèrement oblique vers le haut dans un mouvement de repos. Et elle va venir avoir deux circonférences. Une circonférence grande, postérieure, et une circonférence interne, plus petite, convexe vers l'intérieur. La circonférence postérieure, elle va, avec la faux du cerveau, à la jonction, comme je disais, former le fulcrum de Sutherland, le pressoir d'érophile, et elle va longer ici les sinus latéraux pour venir s'attacher sur la partie clénoïde postérieure de l'os sphénoïdal. Dans son passage, elle va venir envelopper le rocher, donc l'oreille interne, et le sinus pétreux. Donc elle vient vraiment envelopper le temporal pour venir vraiment sur la partie postérieure du sphénoïde. La faux du cerveau divise le cerveau en deux, les deux hémisphères. La tente du cervelet, elle va diviser la partie du cortex, la partie vraiment du cerveau, du cervelet. Donc la tente, quand elle se contracte, ça aussi, c'est difficile de prouver, les contractions de névroglie ou pas. Est-ce que c'est un mouvement membranaire qui est déclenché par une contraction biomécanique ? Est-ce que c'est un mouvement liquidien ? Compliqué. Admettons qu'il y ait un mouvement de névroglie, donc c'est une cellule qui se contracte, un peu comme le cœur, de manière naturelle. Le mouvement de névroglie va engager le fait que la tente va s'étaler, comme ça, va descendre sous la dilatation des deux hémisphères. Et en descendant, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se mettre en tension et postérioriser l'occiput de telle sorte à ce que la synchondrose sphénobasilaire, ici, l'articulation monte. La dure mère, ici, va monter
comme on disait tout à l'heure, voilà, c'est sur ce mouvement-là, la tente se contracte, la durmère monte, le sacrum se verticalise. On est sur un temps de flexion crânienne. Donc j'ai remis les attaches ici durmériens, vous voyez. Donc la durmère, elle vient vraiment ici au niveau du foramen magnum, C1, C2 et C3. Mais il n'y a pas C3, c'est pas grave, on le sait maintenant. Donc ça c'est une autre planche qui reprend aussi un petit peu les attaches membraneux, vous voyez. L'os pétreux, le rocher, la partie sphénoïdale, la forme de la tente avec ses digitations. Donc c'est très membraneux et ça a des fibres d'orientation un peu comme une membrane interosseuse qui vont respecter tous les plans de l'espace. Donc vous avez comme un effet en fait de convergence. Vous voyez, quand tout se met en tension sur le pivot central pour monter cette articulation et venir engendrer un effet d'hyperpression locale qui va permettre de créer une pression liquidienne qui va redescendre par la suite sur le temps d'extension. Alors, le liquide céphalorachidien, quelles sont ses actions? Donc, il permet la circulation des nutriments, de l'eau principalement, c'est de la flotte, du sucre, des protéines et des ions. L'action mécanique de protection contre les traumatismes, protège la boîte crânienne. Il a une action immunologique, donc surtout au niveau lymphocytaire. Donc c'est aussi toute une partie de la protection du cerveau. Et il va nettoyer, drainer les déchets et les molécules du cerveau. Alors les conséquences d'une mauvaise circulation, accumulation des toxines intracrâniennes qui peuvent donner des maux de tête, une fatigue mentale et physique. Le sport à intensité peut accentuer ce phénomène, bien évidemment, et peut-être augmenter un épuisement. Alors la mauvaise circulation des nutriments au niveau des méninges, ça peut être une conséquence importante, notamment l'eau, le sucre, l'ion. Donc on peut avoir des petites ischémies, on peut avoir un cerveau qui manque de sucre, on va avoir un cerveau qui va avoir une cognition qui va être ralentie, avec une fatigabilité qui va s'installer, une mauvaise récupération, des troubles du sommeil, voilà, les fonctions cognitives de manière générale qui vont être diminuées, et bien évidemment un déséquilibre neurovégétatif, qui va bien évidemment ici perdre une partie de l'homéostasie du patient, mais aussi créer des troubles à distance, des douleurs à distance, soit des douleurs principalement localisées entre les omoplates, sur la chaîne sympathique thoracique, soit des douleurs plutôt localisées entre le sacrum et l'occiput. Donc on aura un patient en tout cas qui va avoir comme un terrain de fatigabilité, de douleur un peu chronique, malgré les manipulations et malgré le traitement. Alors les conclusions. Le LCR, c'est vraiment l'élément clé dans la gestion de la fatigue du sportif, en plus de tout ce qu'il faut faire avant. Hein, d'accord ? Ici, c'est un axe qu'on met en place. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Donc l'ostéopathie peut, et je pense, doit jouer un rôle curatif et en optimisant la circulation du LCR à chaque stade de l'épuisement. Hein. Tout à l'heure, Laurent a montré les différents stades de l'épuisement. On peut avoir un patient, peu importe le type de stade dans lequel il est, où on aura un champ d'action. Une approche holistique, bien évidemment, pour accompagner nos traitements, sera nécessaire pour gérer efficacement l'épuisement. Donc tout ce qui est carence, l'état du microbiote, l'état de santé mentale du patient, l'état environnemental, la famille, le boulot. Donc tout ça, ce sont aussi, bien évidemment, pour nous des pistes à investiguer et à ne pas négliger. Alors, j'en parlais tout à l'heure, pour reprendre Sutherland. Donc Sutherland, c'était un disciple de notre père fondateur Steele, un de ses élèves. Il a lancé le concept de l'ostéopathie crânienne. Donc, c'est 1899. C'est pas nouveau. Et alors, un jour, il se promenait pour aller à l'école et il a vu des os sur le bureau de Steele et il s'est arrêté, il s'est dit « J'ai l'impression que ces os sont faits, que ces biseaux sont faits pour s'articuler. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc constamment, il a répété, et il s'est dit, tout le monde le prenait pour un fou, hein. Les biseaux c'est fixé, un crâne ça bouge pas, mais il s'est dit, l'orientation et les structures sont faits pour s'articuler. Donc si c'est fait pour s'articuler, c'est qu'il y a un mouvement. Et à partir de là est né le concept de l'ostéopathie. Donc lui-même disait, et c'est là que ça a son importance, prenez conscience du fait que le concept crânien, n'est pas une spécialité. Il est inclus dans la science de l'ostéopathie pour le bénéfice de vos patients. Alors, en pratique, donc tout ça c'est bien beau, mais en pratique on fait quoi?
En pratique, on peut faire beaucoup de choses. On va tester donc l'axe crânio-sacré, occiput, atlas, axis, C3. On va tester le sacrum. Ça, c'est vraiment les tests habituels qu'on fait. Troubles structurels, dysfonction tissulaire, asynchronisme. Donc l'asynchronisme crânio-sacré, qu'est-ce que c'est? C'est que les deux pièces osseuses ne démarrent pas en même temps. Donc on peut avoir une pièce osseuse qui a un petit retard, c'est un asynchronisme. Les whiplash, souvent dans les whiplash, dans les épuisements, dans les problèmes d'écoulement liquidien, dans les problèmes traumatiques de manière générale, physiques ou émotionnels. Une répercussion d'un traumatique émotionnel peut engager des conséquences d'asynchronisme, de whiplash chez le patient. Il ne faut pas négliger ça, ce n'est pas toujours un choc physique qui déclenche un whiplash. On peut avoir un asynchronisme crânio-sacré sur un gros choc émotionnel, sans problème. La SSB, l'élément central pour nous, les ostéopathes, dans un traitement liquidien haut, liquidien céphalorachidien, c'est la SSB. Comment on peut libérer du liquide céphalorachidien avec les techniques du CV4, compression du quatrième ventricule, et bien évidemment les drainages des sinus veineux. Ça, c'est un traitement crânien qui est quand même intéressant. Je ne sais pas si vous faites ça, mais on reprend alors. On ouvre d'abord on libère d'abord le cœur droit, important. Ensuite, on vient ouvrir l'occiput, les TDP, et ensuite on retrace tout le trajet des sinus. Et on fait l'inverse pour drainer. Alors, il y a d'autres techniques, sans doute, qu'on ne connaît pas. Ici, je vous ai mis les muscles sous-occipitaux de Vernier. Les muscles sous-occipitaux de Vernier, ils ont quand même aussi leur importance. Dans le réflexe oculocéphalogire, on a eu un patient tout à l'heure, réflexe oculocéphalogire, via leur orientation et leur quantité surtout, c'est des muscles qu'il ne faut pas négliger dans les prises en charge des traitements crânio-sacrés. Le ganglion impair, euphorisant, au niveau de l'articulation sacro-coccygien, et bien évidemment les diaphragmes. Voilà.